Bonsoir et bienvenue dans Soir 3 Week-end. À terme, elles seront 1000 vaches dans une seule même ferme géante construite dans la région d'Abbeville. Un projet qui continue de mobiliser les opposants qui dénoncent un dossier démesuré. Les 150 premiers animaux sont arrivés la nuit dernière, un peu à l'écart des regards, il faut bien le dire. Un nouveau modèle d'agriculture industrielle qui existe déjà en Allemagne et en Pologne. On verra cela. Invité spécial de ce journal, Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Hôtel Europe, c'est une pièce de théâtre qu'on retrouve dans un livre aussi qui nous plonge dans l'histoire mouvementée de l'Europe depuis un siècle. On en parlera avec vous, vous interviendrez aussi pour commenter l'actualité, bien sûr. Tout de suite, le sommaire de ce Soir 3 Week-end. La Belgique est plus que jamais le repère des milliardaires français pour échapper aux impôts. Une vingtaine d'entre eux y ont placé quelques 17 milliards d'euros. La fête de l'humanité est le rendez-vous de toute la gauche qui conteste la politique du gouvernement. Chacun dans son rôle, des frondeurs du PS aux mélenchonistes. La France sera bien en finale de la Coupe Davis de tennis. Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga sont venus à bout des Tchèques, pourtant parmi les meilleurs. Le Soir 3 Week-end, Francis Letellier. Ils se croyaient riches et ils ont tout perdu. En juillet dernier, 2 salariés de la Banque de France avaient réussi à détourner pour 1 800 000 € de billets destinés à être détruits. Eh bien, ils n'ont pas eu le temps d'en profiter. Leur magot a été découvert enterré dans un jardin. Une autre partie avait été cachée chez un ami qui ne se doutait de rien. Les faits avec Florence Trintignac. Les 2 salariés de la Banque de France ont avoué, ils seraient parvenus à déjouer la sécurité de cette forteresse et à subtiliser près de 2 millions d'euros. Un butin retrouvé cette semaine par les policiers. Pendant la garde à vue des 2 hommes et de leurs épouses, ils ont perquisitionné les domiciles. 1 300 000 € avaient été cachés chez un ami hors de cause et 500 000 € étaient enterrés chez l'un des employés de la banque. Des faits encore inexplicables pour leurs avocats. Comment des gens ordinaires qui font leur travail de façon tout à fait correcte, qui n'ont jamais eu de problème particulier, se mettent un jour à passer à des actes qui peut-être les ont un peu dépassés. Tout commence cet été lorsqu'une employée trouve un carton dissimulé. À l'intérieur, 8 kilos de billets destinés à la broyeuse. Une enquête est alors ouverte. Grâce aux enregistrements des caméras de surveillance, les policiers remontent jusqu'aux salariés de 56 et 57 ans, employés de longue date. Affectés à la destruction des vieilles coupures, ils en auraient subtilisé une partie qu'ils seraient parvenus à sortir du bâtiment. Leurs collègues sont stupéfaits. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je cherche à savoir, mais peut-être qu'on saura, peut-être qu'on ne saura pas. Normalement, la sécurité est bien faite, mais la preuve que non. Les 2 employés ont été mis en examen pour vol aggravé et placés en détention. Leurs femmes ont-elles été placées sous contrôle judiciaire. Et il faut savoir que le trafic de faux billets dans le monde reste prospère. En Europe, par exemple, l'an dernier, 670 000 faux billets ont été saisis, 5,5 millions depuis 2002 et la généralisation de l'euro qui a facilité la mise en place de circuits parallèles avec l'ouverture des frontières. La France est le premier producteur, si on peut dire, avec 30 à 40% des faux euros qui sont fabriqués en France chez nous. Les trafics n'ont pas de frontières, l'évasion fiscale non plus. Pendant longtemps, la Suisse a été la destination préférée des riches voulant échapper à l'impôt en France. Mais maintenant, c'est en Belgique de plus en plus. 17 milliards d'euros appartenant à une vingtaine d'industriels français seraient cachés dans les banques belges. Les détails avec Mathieu Méranville. Un véritable wouhou des exilés fiscaux. Des chiffres à donner le tournis. D'après les journalistes belges qui ont mené l'enquête, les Français détiendraient au moins 17 milliards d'euros dans ce pays. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, est en tête du classement avec 9,4 milliards. La famille Muliez, propriétaire d'Auchan et Decathlon, posséderait plus d'1 milliard d'euros contre 1,7 milliard pour Emmanuel Beignet, la 11e fortune française, propriétaire du groupe Lactalis. À mes yeux, il n'y a rien de reprochable là-dedans. Ce sont juste des gens qui sont, j'ai envie de dire, bien conseillés et qui profitent de la voie à la main taxée. C'est discutable, mais c'est tout à fait légal. Car les Français ont pignon sur rue de l'autre côté de la frontière. Dans cette tour, la Blue Tower à Bruxelles, Bernard Arnault, propriétaire de Louis Vuitton, a regroupé toutes ses filiales belges. Cette rue du village d'Estampus, près de la frontière, a été rebaptisée rue Muliez, car elle abrite 3 héritiers de l'empire Auchan et Decathlon, fondés par le patriarche Gérard Muliez. Moi, il n'y a pas de souci, mais c'est vous pour vous. Il y a essentiellement 3 choses qui les attirent. La première, c'est qu'on ne connaît pas l'impôt sur la fortune. La seconde, c'est qu'on a
pas de taxation sur les plus-values sur actions, alors qu'il y en a une assez importante en France. Et on a aussi, c'est un troisième point, une fiscalité des donations qui est moins importante. À côté des très grosses fortunes, d'autres noms en vue ont eux aussi choisi la Belgique, comme l'industriel Stéphane Corbit ou l'acteur Gérard Depardieu, dont le départ a été fracassant. Rien d'illégal dans cet exil fiscal, mais un manque à gagner non négligeable pour le fisc français. Bernard-Henri Lévy, ça vous choque, les riches qui s'exilent comme ça? Oui, enfin, ce qui me choque, c'est pas la Belgique, qui est un pays que j'aime beaucoup, mais c'est la fraude fiscale, évidemment. Quand on a presque 4 millions de chômeurs dans un pays, dans son pays, le patriotisme le plus élémentaire, c'est de contribuer à résoudre ce problème. Et donc la fraude fiscale, l'évasion fiscale, évidemment que c'est très très choquant. Parce que c'est vrai que 17 milliards, ça boucherait bien des déficits par ailleurs. Ça réglerait bien des problèmes, je crois. Oui. La grève des pilotes d'Air France prévue à partir de lundi s'annonce très suivie. La direction, qui avait annoncé maintenir 50% de ses vols, a finalement abaissé ses prévisions et ne prévoit plus que 40% du trafic normal. 60% des pilotes ont annoncé qu'ils cesseraient le travail contre les conditions de développement de la filiale low cost Transavia. C'est l'endroit où il fallait être pour tous ceux qui, à gauche, critiquent la politique de François Hollande, la fête de l'humanité. Même s'ils ont encore beaucoup de différences entre eux, les communistes, les socialistes, les frondeurs, les écologistes, les proches de Jean-Luc Mélenchon, se sont retrouvés à la même table aujourd'hui. Au menu, faire pression sur le gouvernement. Anne-Gaëlle Matoxi et Noé Salem y étaient pour nous. La gauche à l'unisson. Cet après-midi, à la table des communistes, il y avait du rouge, des verts et même des roses. Les frondeurs socialistes venus jouer les invités de marque. Mais si tous s'accordent sur la critique du gouvernement, mardi prochain, lors du vote de confiance, tous ne feront pas le même choix. Ça commence déjà par donner des signes forts au moment du vote de confiance de la semaine prochaine. Donc je ne sais pas, Pascal, si tu voteras contre comme moi. A priori, je m'abstiendrai, je l'ai dit. Mon objectif à cette étape n'est pas de faire tomber le gouvernement. C'est pas mon problème pour l'instant. Mon problème, c'est de créer des conditions, d'envoyer un signal politique suffisamment fort pour, à un moment donné, poser devant la population et dans la gauche le fait qu'il n'y a pas qu'une seule politique possible. Contrairement aux communistes qui voteront contre le gouvernement, les frondeurs se contenteront de s'abstenir. Ça servira à quoi que nous votions tous contre plutôt que de nous abstenir, qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale et que la droite revienne au pouvoir? Est-ce qu'on aurait rendu service au peuple de gauche? Non. Leur réserve, Pierre Laurent la comprend, pas question d'en demander trop aux frondeurs. Mais de son côté, et sans surprise, Jean-Luc Mélenchon, lui, hausse le ton. Il doit voter contre, ça n'a pas de sens de s'abstenir, il ne suffit pas de faire de la mousse médiatique. Et quand on pique au vif un frondeur... Ouais, faire le bruit et la fureur, ça suffit pas, voilà. Chez les militants, on semble s'être fait une raison, l'union de la gauche. C'est pas maintenant. Il faut attendre peut-être que les socialistes fassent une scission et qu'il y en a qui soient plus à gauche. Pour l'instant, c'est un gros foutoir. Faute de ligne commune vis-à-vis du gouvernement, frondeurs et communistes ne parviennent pas à se présenter comme une réelle force alternative. Et Martine Aubry continue, elle, à délivrer ses messages et à faire entendre sa différence au Parti socialiste lors de la fête de la Rose à Lomme dans le Nord. Elle a de nouveau appelé à une inflexion de la politique économique du gouvernement. Elle a surtout apporté indirectement son soutien aux socialistes frondeurs qui prévoient de s'abstenir lors du vote de confiance au gouvernement mardi. Nous avons tous une conscience, nous avons tous des convictions. Et il faut que chacun vote en fonction de ce qu'il croit utile pour la réussite de notre pays, pour la réussite du président et du gouvernement. Et puis une autre image maintenant, Bernard-Henri Lévy, une image pas forcément politique à l'origine, mais qui peut l'être. C'était hier soir, à la sortie du théâtre de l'Atelier à Paris. Nicolas Sarkozy et son épouse sont venus vous saluer à la fin de la pièce Hôtel Europe, dont on va parler un petit peu plus tard. Une image qui n'est pas anodine, vous imaginez bien, au moment où on parle du retour possible en politique de Nicolas Sarkozy, de l'ancien président de la République. Vous avez déclaré, dans Aujourd'hui le Parisien, que vous étiez favorable au retour de Nicolas Sarkozy. Mais quel rôle vous lui voyez jouer ? Attendez, au retour de Nicolas Sarkozy, où? En politique. Voilà. Sur la scène politique. Dans le débat politique, bien voilà. sûr. Parce que je pense que c'est un bon, et parce que je pense que face au Front National et à cette espèce de montée en puissance dingue, il est probablement à droite le meilleur rempart. Il faut à droite
un rempart contre le Front National. Il faut une droite républicaine qui siphonne les voix de Marine Le Pen. Mais pourquoi il est le rempart du Front National, au Front National, pardon? Parce qu'il est meilleur que les autres, parce il a plus d'énergie que M. Juppé ou d'autres. Parce qu'il y a eu le discours de Grenoble, il y a eu tout ça aussi dans le passé, alors on peut se poser Mais la je question. déteste le discours de Grenoble, je l'ai condamné en son temps, j'ai écrit à l'époque des choses et j'ai participé à des meetings qui dénonçaient le discours de Grenoble et tout ce qui allait avec. N'empêche qu'aujourd'hui, je crois que si l'on veut une droite républicaine forte à côté d'une gauche républicaine forte et que tout ça dépasse les petites querelles de personnes comme on vient de le voir là, eh bien, il est bon que cet homme, Nicolas Sarkozy, revienne dans le débat. Alors rappelons qu'en 2012, vous aviez appelé à voter pour François Hollande. Oui, en 2007 pour Royal, en 2012 Royal. pour Hollande. Aujourd'hui, donc 2012, François Hollande, aujourd'hui, est-ce que vous feriez le même choix? Je ne regrette pas d'avoir voté François Hollande. Je ne regrette pas. Il y a sur les questions qui me semblent, qui sont les plus régaliennes, celles qui concernent vraiment un chef de l'État, c'est-à-dire la place de la France dans le monde, les questions de la guerre et de la paix, la lutte contre le califat noir islamiste entre la Syrie et l'Irak. François Hollande fait le job et il le fait bien. Alors, où ne le fait-il pas bien? Cette question en politique intérieure française, l'inversion de la courbe du chômage n'a pas marché et l'inversion de la courbe des déficits, elle, en revanche, a marché. Donc là, il a fait les choses à l'envers, il s'est croisé les spatules. Donc ça, il le fait mal. Mais les grands sujets internationaux, puis alors, on va voir. Par exemple, je fais partie des Français qui l'attendent sur la question de la livraison des Mistral à la Russie de Poutine. Est-ce qu'il livrera les Mistral? Il semble que non, et là encore, ce sera un bon point pour lui. On verra une image tout à l'heure. Après 6 ans d'études, de travaux, de manifestations aussi, la ferme des 1000 vaches à Druca, près d'Abbeville dans la Somme, est devenue réalité. Les premières laitières sont arrivées la nuit dernière sous escorte pour éviter tout incident. Le projet a été limité dans l'immédiat par l'administration à 500 animaux. Son initiateur, un industriel du bâtiment à l'origine, rejette l'image d'usine à lait. Toute la journée, des opposants ont tenté de bloquer l'accès à l'exploitation. En France, l'élevage industriel est essentiellement composé de volailles ou de porcs. La ferme des 1000 vaches reste pour l'instant unique. C'est un modèle qui nous vient d'Allemagne et de Pologne, qui eux-mêmes ont adopté le modèle américain depuis très longtemps, comme nous l'explique Thierry Choupin. C'est le modèle américain. Plusieurs dizaines de milliers de bovins entassés dans ces parcs, nourris avec des farines animales, des antibiotiques et du maïs OGM. La viande américaine part à la conquête des marchés internationaux. On pourrait aussi parler des hormones, qui sont des facteurs de compétitivité importants pour les États-Unis. Résultat, une viande 30% moins chère que la viande française. En Allemagne, deuxième producteur européen de bovins derrière la France, l'industrialisation progresse. Dans cette ferme du nord de Berlin, ces 1700 vaches ne verront jamais le jour. Enfermées 24 heures sur 24 dans ces bâtiments, elles vont produire 50 000 litres de lait chaque jour. On ne peut pas dire que ce soit une usine, mais c'est un autre système que dans une petite ferme. C'est une autre organisation du travail. On a beaucoup d'employés dans l'entreprise et on doit les gérer. Et c'est un grand défi logistique. Pour cet agriculteur français qui assure le suivi sanitaire de chaque animal, la concurrence des États-Unis est déloyale. On a tout un paquet de normes que le consommateur nous demande, que l'Europe nous demande, et on va importer de la viande des États-Unis qui n'ont pas du tout ces mêmes normes-là. Pour rester compétitive, l'agriculture française devra peut-être accepter le modèle de la ferme dite des 1000 vaches, mise en exploitation ce matin dans la Somme. La France compte 515 000 exploitations agricoles qui couvrent la moitié de notre territoire. Vous en parliez tout à l'heure, Bernard-Henri Lévy. Ce ne sont pour l'instant que des essais. Mais le Vladivostok, le porte-hélicoptère construit par les chantiers navals de Saint-Nazaire pour la Russie, a pris la mer aujourd'hui pour une sortie d'une dizaine de jours afin de former l'équipage. Pour l'instant, la France a décidé de ne pas le livrer tout le temps que le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine n'est pas définitif. Plus la date du référendum sur l'indépendance de l'Écosse jeudi avance, plus la situation se tend entre les partisans du oui et ceux du non. Aujourd'hui, ceux qui défendent le maintien de l'Écosse au sein du Royaume-Uni ont manifesté et les sondages, faut bien le dire, vont désormais dans leur sens. Les faits et les enjeux avec Jeanne Assouli.
Ils sont pour et ils le disent. L'indépendance de l'Écosse, longtemps pure chimère, improbable, jusqu'à ces derniers jours, relève désormais du possible. Et le ras-le-bol des Écossais pourrait bien devenir pour le gouvernement britannique une douche froide. C'est ce que pense cette spécialiste de l'Écosse. Ils en ont assez des gens qui les gouvernent et des précédents et éventuellement des suivants, des partis traditionnels. Ils n'aiment ni les conservateurs ni le Labour et ils se disent que l'indépendance, entre autres choses, ça va leur redonner une mesure de contact avec leur gouvernement. Ils pensent que la manne pétrolière fait qu'ils seront riches. Alex Salmond, le leader du Parti national écossais, classé au centre-gauche, milite ardemment pour cette indépendance et propose une alternative à l'austérité mise en place en 2010 par le gouvernement de David Cameron. Les Écossais peuvent se demander si indépendants, ils ne s'en sortiraient pas mieux que le Royaume-Uni. Londres, bien sûr, défend le contraire, c'est l'union sacrée. Ed Miliband, le travailliste, et David Cameron, le conservateur, sont en campagne pour convaincre les Écossais de rester dans l'union. Quand on s'en va, c'est fait pour 50 ou 100 ans. On fait quelque chose. Si vous élisez un gouvernement que vous n'aimez pas, 4 ans plus tard, vous pouvez rejouer à élire les autres. Si vous partez, c'est fait. Le 18 septembre, si les Écossais votent oui, c'est l'inconnu total. La Grande-Bretagne sera-t-elle encore grande sans l'Écosse? La question est posée. Alors l'avenir de l'Europe, on va en parler, de ses failles, de son histoire. C'est la toile de fond d'Hôtel Europe. C'est une pièce actuellement à l'affiche du Théâtre de l'Atelier à Paris avec Jacques Weber qui est en scène. C'est aussi pour ceux... Un grand Jacques Weber. Ah oui, on va le voir. Et pour ceux qui veulent s'y retrouver ou replonger dans les textes, il y a chez Grasset Hôtel Europe. L'Europe, en tout cas, telle que vous la décrivez, est surtout synonyme de gâchis, d'occasions manquées. Bref, tout est encore à construire au niveau de l'Europe, là. Oui, il y a eu un rêve magnifique, le rêve de Schuman, de Jean Monnet, de Gasperi et d'autres. Et ce rêve a été brisé. Et les hommes et les femmes qui ont aujourd'hui la charge de cette espérance ne sont pas à la hauteur. On attendait des géants et on a des nains. Et un visage aussi. C'est ce qui est dit sur scène. Un visage, il faut un visage à l'Europe. C'est ce que dit Weber sur le ton des manifestations. Un visage, il faut des visages à l'Europe. C'est vrai, on ne sait pas qui c'est l'Europe. Quoi ? C'est-à-dire une incarnation. Ouais. On ne peut pas imaginer un corps politique, parce que l'Europe c'est ça, c'est un corps politique de forme inconnue, qui n'a pas vraiment de précédent, mais c'est un corps. Un corps, ça veut dire une chair ça veut dire un visage, et un visage, ça veut dire une singularité. Aujourd'hui, l'Europe c'est un pur nom, une pure abstraction qui se perd dans les chimères. Alors, ce qui vous a inspiré, c'est que vous avez eu l'idée de vous mettre en scène à travers Jacques Weber. Hein. Il faut écrire un discours sur l'Europe. Alors, ça passe partout, l'histoire, des anecdotes, et puis des références à l'Europe d'aujourd'hui. Et ça donne des mélanges qui font sourire, parce qu'on sourit aussi sur scène, on va voir. C'est par là qu'il fallait commencer, par la conférence de Husserl sur l'Europe à Vienne en 1935, en pleine montée du nazisme. Alors je sais bien qu'on n'en est pas là, il faut qu'on se calme. On n'en est heureusement pas encore là. Enfin quand même, cette montée du racisme, cette xénophobie, cette montée des identitaires... ce business de la haine au théâtre des couilles en or, la nation des Roms, c'est le pogrom qui fait le buzz hier sur Twitter. C'est ce massacre à la sulfateuse en Norvège parce que le mec est facho et qu'il n'aime pas les musulmans. Ces mêmes musulmans qui à Amsterdam ou Paris mettent leurs femmes en cage et qui sont à peine moins fachos et ce cosmopolitisme. Eh bien, n'empêche qu'en quelques secondes, tout est dit sur l'histoire de l'Europe. Les haines, l'histoire qui n'est jamais résolue. Enfin, toutes ces histoires contradictoires aussi, tout est dit là. Beaucoup de choses sont dites, surtout sur l'état de la France et de l'Europe d'aujourd'hui, et sur cette espèce de climat d'années 30, de parfum d'années 30 qu'on sent un peu partout. C'est vrai que j'ai écrit une pièce
où il y a, j'espère, une espérance, et notamment à la fin, mais c'est une pièce anxieuse, comme sont anxieux tous les citoyens européens d'aujourd'hui. Effectivement, les références au conflit, aux guerres, hein, la guerre 14 évidemment, puisque et pas seulement, référence à aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Quand il dit le théâtre de quand il dit l'explosion de haine au théâtre des couilles en or, pardon pour la formule, mais enfin elle est à l'atelier, elle est là. On voit bien ce qu'il veut dire quand il parle de la montée de l'antisémitisme, quand il parle des gens, par exemple, qui s'émeuvent parce qu'on interdit des meetings de Dieudonné, mais qui ne trouvent rien à redire au fait qu'on attaque une synagogue en plein Paris, ça, on est en plein dans le climat français d'aujourd'hui. Dans la confusion, vous voulez dire? C'est pas seulement de la confusion. Ouais. Vous savez, le fait qu'on s'en prenne à une synagogue ou qu'on crie dans les rues de Paris, Juifs, ce pays n'est pas le vôtre, et qu'il n'y ait pas des centaines de milliers de Français pour descendre dans la rue et pour dire leur révolte et leur dégoût, ça, c'est pas de la confusion, c'est un très mauvais signe. C'est très inquiétant. Et moi, c'est quelque chose qui m'attriste. J'aime ce pays passionnément, mais des choses comme ça me désespèrent. Cette pièce, elle a été présentée dans un premier temps à Sarajevo. Oui. Il y a 20 ans qui séparent Sarajevo de l'Ukraine d'aujourd'hui. Et ce merveilleux personnage qui a disparu et auquel je rends hommage, qui est Jean-François Degnaud, et qui m'avait accompagné dans mon tout premier voyage à Sarajevo en mai 1992. Entre la Bosnie et l'Ukraine aujourd'hui, vous avez l'impression que l'histoire se répète ou que ça n'a rien à voir? Oui, enfin ce qui se répète, c'est un peu Poutine qui répète Milosevic, mais c'est surtout l'Europe qui se répète elle-même. L'Europe bégaie. Il y a une espèce d'opéra bouffe munichois, c'est-à-dire ce coucher devant la puissance qui a l'air de se répéter à 20 ans d'intervalle. À un moment donné, Jacques Weber dit à cette phrase, il dit « Mais comment est-ce qu'on fait pour mourir autant et si souvent ?» Il parle de l'Europe. Et il dit, c'est l'histoire de l'Europe, c'est vrai. L'histoire de l'Europe. Et comment est-ce qu'on fait pourtant pour continuer de vivre, citation encore de Labienne, pour continuer de vivre de cette invincible vie dans l'espérance des hommes et dans leurs songes? C'est ça le mystère de l'Europe. C'est que d'un côté, elle n'arrête pas de mourir, et que de l'autre côté, il y a quelque chose en elle qui est invincible. Et on y croit toujours un petit peu. Oui, et j'espère un peu plus qu'un petit peu. Hôtel Europe, un livre et une pièce de théâtre. Encore un mot pour parler de sport rapidement. Gasquet, Tsonga, vous vous intéressez peut-être au tennis. Les deux font la paire. J'en ai fait, mais je m'y intéresse peu. Mais enfin, ils ont fait gagner la France en Coupe Davis. Ils ont réussi à battre les Tchèques cet après-midi à Roland-Garros. La partie a malgré tout été serrée. Les Français retrouvent donc la finale de la compétition comme en 2010. Et ils joueront en novembre contre la Suisse ou l'Italie qui doivent se départager. Richard Gasquet et Jofrid Tsonga qui espèrent bien décrocher le titre. Pour gagner ce match, c'est vrai que c'est une belle victoire. On ne peut pas rêver mieux que de gagner 3-0 contre la République tchèque ici sur le central qui est bondé, donc c'est fabuleux pour nous. C'est vrai qu'on est fiers de pouvoir représenter notre pays. Évidemment qu'on est encore plus exigeant quand on représente les Français. Donc pour nous c'est génial d'être en finale et j'espère que on va continuer à rendre fiers nos compatriotes. Eh bien, on va parler de basket. Ça vous intéresse peut-être plus que le tennis. Je ne veux pas vous piéger. La France quitte la Coupe du Monde avec une médaille de bronze. Les Français ont battu la Lituanie de justesse, 95-93 cet après-midi. Une troisième place donc pour les Bleus. C'est un niveau qu'ils n'avaient jamais atteint jusque-là. Le mieux qu'ils aient fait, c'était de terminer 4e et c'était en 1954. Merci Bernard-Henri Lévy d'être venu sur le plateau de Soir 3 Week-end. Dans un instant, la série À tort ou à raison. Je vous donne rendez-vous demain dès 12h10 pour 12-13 dimanche avec pour invité Nadine Morano, députée européenne UMP. Bonne fin de soirée, merci et à demain. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.